On passe à l'ouest. Et comme chaque premier mercredi du mois, qui sera aujourd'hui le deuxième d'ailleurs, il est 17h30, et comme ce jour-là, on va repasser à l'Est du coup, en mots, en verbes et en histoire et en littérature avec Alexandre et son invité Gabriel Cotier. Bonjour Gabriel. Bonjour. Représentant des éditions des Syrtes. Bienvenue et merci d'être avec nous. Alors vous le savez, la fin du XXe siècle a amené son lot de grands bouleversements et de transformations systémiques dans le monde. Quand on évoque cette période, on pense évidemment à l'avènement d'Internet, à la fin de la guerre froide et à la nouvelle reconfiguration du monde qu'elle entraîna. En marge de ces grandes mutations, Serge de Palen, héritier d'une famille d'aristocrates qui connut l'exil en 1917, fonde les éditions des Syrtes et choisit de traduire et de documenter la littérature slave à travers la publication d'auteurs russes exilés, mais aussi à travers la traduction d'auteurs des Balkans, de Hongrie et d'autres pays limitrophes. Nous sommes donc à Paris, aux éditions des Syrtes, en 1999, mais il est bel et bien question des frontières de l'Europe et de la nécessité de documenter les systèmes de répression soviétiques qui ont fait des ravages durant presque un siècle. Autrement, les Syrtes, étymologiquement, c'est aussi un mot qui désigne des plaines de sable mouvant ou des bancs de sable redoutables pour les navigateurs qui longent ces côtes. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à l'écriture de cette intro que la littérature slave pouvait effectivement ressembler à ces terribles monticules pour les nouveaux lecteurs désirant mettre un pied à l'étrier. En effet, Gogol, Pouchkine, Bieli, Tchekhov sont autant de noms pouvant évoquer des sentiments confus, tant le poids de l'histoire semble parfois écrasant. Mais, car il y a un mais, la littérature slave passionne, fascine et elle éveille même chez certains un émerveillement définitif et un objet d'étude infini. Aujourd'hui, nous sommes donc de retour à Genève puisque les éditions des Syrtes ont déménagé à Genève en 2013 et nous partons donc découvrir les steppes en ta compagnie, Gabriel Cotier. Mais avant toute chose, permets-moi de te demander quels ont été tes premiers contacts avec ce monde et où t'a-t-il emmené ? Alors mes premiers contacts avec le monde slave, le monde russe plus précisément, viennent de remontent à l'enfance puisque ma meilleure copine Katia était russe et en 1996-97, je me souviens plus exactement, elle m'a emmenée en vacances chez sa grand-mère à Saint-Pétersbourg. Et j'ai vraiment découvert un monde assez fou puisque les années 90 en Russie c'était un peu le chaos, il y avait vraiment des grandes disparités de plein de choses. Et donc j'étais déjà fascinée par ça et ensuite j'ai plongé vraiment dans la littérature russe autant classique que plus ou moins contemporaine avec Oulitskaya, enfin je me souviens plus exactement qu'est-ce que j'ai lu quand, et pour me lancer après à l'université dans des études de littérature russe. Donc très vite après ton voyage, tu avais décidé de te passionner pour la littérature russe. Ouais. C'est un peu une marmite dans laquelle on tombe et dont on ne ressort pas, quoi. Et puis aujourd'hui, tu es donc venu nous présenter les éditions des Syrtes. Et que peux-tu me dire sur le fonctionnement actuel de votre équipe et sur les démarches auxquelles vous faites particulièrement attention en tant qu'éditrice ? Alors les éditions des Syrtes, moi j'ai eu la chance de commencer à y travailler en 2014 et c'est toujours la même équipe avec Olympia Verger et Marie Malinine, mes deux super collègues, donc je profite de leur rendre hommage aussi pour cette journée du droit international, de la journée internationale du droit des femmes, qu'on est une équipe de 3 femmes, ça fait plaisir de travailler avec elles. On est donc 3, ce qui est petit pour la quantité de livres qu'on produit par année. On publie entre 15 et 20 titres, ça dépend des années, ce qui est beaucoup de travail pour 3 personnes. Et on est très polyvalente, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, des lectures de manuscrits à la mise en page, à la recherche iconographique de couverture, la rédaction des communiqués de presse, tout, avec chacune des petites spécificités quand même. Olympia, la directrice, elle s'occupe de tout ce qui est un peu stratégique. Marie, elle a beaucoup de contacts dans tout le milieu russe. Et moi, je m'occupe un peu plus spécifiquement des relations libraires et de la communication. Et j'allais y revenir justement à ce travail éditorial avant publication. Est-ce que vous avez beaucoup de textes qui vous parviennent finalement ? Et que peux-tu me dire sur ce processus de traduction ? C'est peut-être un petit peu opaque pour les personnes qui nous écoutent. Comment ça se passe ? C'est vrai que publier de la littérature traduite, c'est un peu différent de la littérature écrite directement en français, exactement. Il y a un temps très long, en fait. Le temps de la traduction est très long, donc il faut anticiper beaucoup plus le programme éditorial. Souvent, alors maintenant on a une équipe, au fil des années, on a constitué une équipe de traducteurs vraiment professionnels. Voilà, de langue russe, de langue serbe. De langue serbe, de langue bulgare, du tchèque, du hongrois, du roumain. Vraiment, une grande équipe finalement. Ouais, une grande équipe. Qui eux-mêmes nous proposent souvent des textes qui leur a beaucoup plu, quoi,
sur lesquels ils ont vraiment eu des coups de cœur. Donc il y a une voie de transmission, une courroie de transmission du traducteur jusqu'à l'éditeur. Beaucoup, ouais. Okay. Après, on reçoit aussi des manuscrits d'autres manières et on essaye de les lire. Olympia, qui est roumaine, les Roumains traduisent beaucoup de différentes langues d'Europe de l'Est assez vite. Donc elle peut les lire très tôt, souvent, et elle nous dit ça, ça c'est une pépite, faut pas le lâcher. Ok, donc la Roumanie fait office de sas un petit peu, pour découvrir la littérature slave et la littérature des Balkans. Oui. Et évidemment, il y a une question qui me brûlait un petit peu les lèvres, c'était est-ce qu'il existe des difficultés actuellement quant à la traduction et la publication d'auteurs russes contemporains? Évidemment, on se pose la question. Peut-on aujourd'hui découvrir des voix dissidentes au régime en lisant un livre? Comment ça se passe? Alors, c'est complexe. Effectivement, la guerre en Ukraine, elle a un peu figé dans le temps. Ça a été comme un blocus. Un blocus, exactement. Après, les livres continuent de paraître. Je veux dire, il y a quand même une production, que ce soit en exil, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont partis, ou que ce soit encore à l'intérieur, parce que malgré tout le monde ne peut pas partir. Il y a encore des voix qui écrivent, des gens qui écrivent, qui produisent. Moi, j'aime bien penser quand même que les artistes écrivent aussi pour dire quelque chose, pour faire passer des messages. Donc, on est là pour les entendre. Après, la perception de la littérature russe en ce moment, ça reste un peu... Comment dire, ça n'a pas beaucoup changé, ça reste un petit peu... On reste toujours sur des clichés de la littérature russe, c'est compliqué, et c'est quand même ça qui domine... On reviendra sur ça, notamment en deuxième partie d'émission. Et on va juste revenir aux actualités des cirques, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse ici. J'avais envie de savoir sur quelle parution vous étiez en train de travailler actuellement, et quelles étaient vos actualités immédiates, en fait. Alors, notre actualité immédiate, alors la semaine dernière est paru on est vraiment très très contente d'avoir pu publier des textes inédits de Ivo Andrić, qui est vraiment un auteur yougoslave. Je dis yougoslave parce qu'il est de la période yougoslave, et il est né en Bosnie, il a étudié en Croatie, et il a vécu une grande partie de sa vie en Serbie, donc on peut le considérer comme yougoslave, et d'ailleurs sa postérité est un peu compliqué, et qui a gagné le prix Nobel en 1961, donc c'est vraiment un auteur très très reconnu, qui a notamment écrit Le pont sur la Drina, ces autres types m'échappent. Et là, vous publiez Et on a publié un inédit, la chronique de Belgrade, qui est vraiment un recueil de 7 ou 8 nouvelles, qui se passe pendant la guerre, le bombardement, Belgrade assiégé en 1944. Et le nœud, c'est ça, mais après, il y a des histoires plus longues, et c'est l'histoire de petites gens, comment est-ce que la population assiégée a vécu avec plus ou moins des travers, plus ou moins heureusement et chanceusement, cette période-là. Et puis, tu voulais aussi me parler d'un autre livre, peut-être plus actuel, que vous allez probablement sortir prochainement. Une autre actualité, c'est vrai, dont on a discuté avant, ça s'appelle Pure Extase, de Andrei Gerasimov, qui est un auteur russe contemporain, c'est son 7e ou 8e roman, je ne sais plus exactement, qui est paru en janvier, et c'est un roman assez, c'est très contemporain, et il parle de l'histoire d'un rappeur actuel. Alors il s'est basé pour écrire son roman sur une méga star du hip-hop russe qui s'appelle Basta, pour écrire ce roman, mais ce roman qui est l'histoire de Tolian, raconte son parcours tumultueux, puisqu'il a grandi dans les années 1990 dans le sud de la Russie, proche de la guerre de Tchétchénie, dans une période, dans un moment, un endroit qui était la plaque tournante de la drogue, des gangs, dans une société très violente, où il a évidemment succombé aussi à la drogue, et il s'en est sorti en fait par sa force de caractère, des bonnes rencontres, tout un mélange. C'est une espèce de biographie romancée, basée sur des faits réels, à propos d'un rappeur actuel, qu'on va peut-être même d'ailleurs entendre, puisque les Sirtes nous proposent un petit voyage sonore. Моя игра 98 Баста 2206.
Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так, но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. С чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Улицы несут в себе боль, разочарование, минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то, играя в игру, забывает о правилах и поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает под себя, чтобы победителем быть всегда. В игры играют дяди с большими пушками. Связываться с ними — это не игрушки. На мушке окажешься ты в один миг. Чик-чик-бла, выстрел, останется лишь крик. В игры играют дома, там где тепло. Играют в шашки, в шахматы, в домино. Но я играю в игру, она моя. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Жизнь — это тоже игра. Если ты упал, встань и иди. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Oui, c'est bien du russe, bien sûr, avec le titre qui s'appelle Mon jeu traduit en français, bien sûr, par le groupe Basta. Illustration de ce livre-moi, et on retourne avec Alexandre et son invité Gabriel Cotier. Oui, Gabriel, je voulais te demander de quoi parle ce titre et pourquoi est-il important dans la trame du roman dont tu viens de nous parler ? Alors ce titre qui s'appelle Mon jeu en français parle de ça, le refrain il dit mon jeu, c'est vraiment le moment dans le roman où le Tolian, donc le héros, refuse un peu cette société de violence et de drogue et se reprend en main et dit non, voilà, moi je veux être artiste, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux arrêter tout ça. Donc c'est vraiment, il pose ses règles du jeu. Et on va revenir maintenant à ton travail éditorial, puisque tu travailles, comme tu le disais, essentiellement avec des traductions. Est-ce que vous rencontrez les auteurs ? Enfin,
comment ça se passe ? J'imagine que vous faites des signatures, il doit y avoir quand même quelques difficultés à faire venir des artistes, des auteurs de l'étranger. C'est un peu compliqué en fait. Alors avant le Covid, déjà c'était beaucoup plus simple, les gens voyageaient plus, c'était un petit peu plus, c'était plus dynamique. Là, on a un peu de la peine à reprendre contact avec nos auteurs physiquement. Par exemple, le Salon du Livre, vous y serez cette année ? Alors, on sera au Salon du Livre, mais on n'a que des traductrices qui seront là. Okay. On aura une rencontre le dimanche 26, d'ailleurs, j'en profite. Les fameuses courroies de transmission. Les fameuses courroies de transmission. On aura Maud Mabillard et Raphaël Page qui a traduit d'ailleurs Pure Extase, donc qui viendra en parler, le livre sur le rappeur. Et qui sont donc des interlocutrices qui comptent pour faire comprendre un petit peu quels sont les enjeux derrière toute cette littérature, les auteurs. Vous n'avez pas les auteurs, les autrices, les traductrices font le travail. Alors, c'est toujours moins intéressant de rencontrer les traductrices que les autrices, que les auteurs ou les autrices, mais c'est quand même un maillon important, vraiment très important dans notre travail. Puisque comme on peut pas... Enfin, le travail éditorial se fait souvent sur le texte de l'auteur, en langue originale, et nous on peut pas, donc tout ce qu'on peut faire c'est justement travailler avec les traductrices sur le résultat de leur travail. Et avant de passer à nos deux questions concernant tes livres que tu as choisi de nous présenter pour cette nouvelle émission de Livre-moi, est-ce que tu peux me donner 2-3 noms d'auteurs ou d'autrices russes des Balkans pour rentrer un petit peu facilement dans cette littérature ? C'est la question que je redoutais parce qu'en fait chaque fois j'ai peur. Parce qu'il faut savoir que la littérature russe, elle est contextualisée géographiquement, mais aussi souvent elle semble un petit peu passée, pas actuelle. Il y a des auteurs contemporains. Alors il y a beaucoup d'auteurs contemporains, absolument. Gerasimov dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment accessible, qui a une langue pleine d'humour et c'est très bien. Lyudmila Ulitskaya qui est publiée pas chez nous malheureusement, mais qui a vraiment aussi beaucoup de une langue très intéressante, beaucoup d'idées. Question difficile. C'est toujours très difficile parce que c'est vrai que ce cliché des pavés, malheureusement il existe quand même, donc tu nous proposeras une petite liste hors antenne que je vous mettrai à disposition sur les réseaux sociaux. Il y aura moins de pression. Ça sera mieux comme ça. Et maintenant on va passer au cœur de l'entretien, puisque tu vas nous parler des 2 livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle. Le premier est issu de tes éditions que tu représentes, les éditions des Sirtes. Quant au second, il met une autre édition à l'honneur. Peux-tu me parler de ton livre pioché dans le catalogue des Sirtes ? De quoi parle-t-il et pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention ? Alors, il a retenu mon attention déjà parce que tu m'as demandé un livre de 300 pages maximum et on en a assez peu, je dois dire. Surtout en livre de poche. Donc, j'ai choisi de présenter la pastorale transsibérienne de Oleg Yermakov, qui est justement un livre contemporain qui parle de quoi ? Alors, ça se passe au bord du lac Baïkal, dans une réserve naturelle, dans les années 2000, 90-2000. Où un homme refuse commence à se rebeller un peu contre le monde des hommes, la société, et choisit de vivre en autarcie. Voilà, choisit de vivre en autarcie. Il est fugitif même parce qu'il a été incorporé à l'armée. Il a dû faire son service militaire et il s'échappe, donc c'est vraiment un fugitif. Un fugitif, ouais. Et il s'enfonce de plus en plus loin dans la forêt, tout en ayant des réflexions philosophiques, et en même temps on a toujours peur qu'il se fasse rattraper. C'est des magnifiques paysages, toute la première partie qui se passe justement dans cette réserve naturelle avec les gardes forestiers qui en finale braconnent, détruisent des arbres, donc aussi tout est... Rien n'est juste, quoi. Donc on est dans des grands horizons et pourtant on redoute la présence de gardes forestiers plus scrupuleux ou de policiers qui viennent nous rechercher parce qu'on n'a pas fait l'armée. Oui, exactement. Okay. Malgré les grands espaces, la société existe toujours. Et puis pour le coup, tu vas nous parler aussi d'un deuxième livre qui sera à retrouver sur Livre-moi, la fille d'un héros de l'Union soviétique d'Andrei Maïkine. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, Andrei Maïkine, la fille d'un héros de l'Union soviétique, justement, ça fait écho à la première question où tu m'as demandé pourquoi j'aimais cette zone géographique et cette littérature. Oui. Ça fait partie d'un des
premiers livres que j'ai lus, je pense, de là-bas, même s'il a été écrit en français et j'ai appris récemment, Ouais. parce que Makin vit en France depuis Ah oui. longtemps. Il est même pas la Légion d'honneur, comment ça s'appelle? Il a reçu Au Non, il est à le nom Peu m'échappe, mais l'Académie française. Voilà, il est à l'Académie française. Et ça parle d'un ancien héros de l'Union soviétique, donc qui a fait la guerre, qui a gagné des étoiles pour sa bravoure, Ouais. et qui est rattrapé malheureusement par la société, par le temps qui passe. Et il devient alcoolique. Il tombe, Ouais. il ne touche rien. Au bout d'un moment, les héros perdent de leur splendeur aussi. Donc ils sont vraiment rattrapés par la société qui évolue. Et sa propre fille, qui a étudié les langues, qui aurait pu être brillante, elle se retrouve espionne, agente, escorte dans un institut qui fait venir des personnes de tous les pays. C'est un roman d'espionnage. Pas du tout, c'est pas du Ok. tout un roman d'espionnage, mais au contraire, sa fille se retrouve justement prostituée, en fait, ça Ouais. devient son métier, et c'est vraiment la déchéance de toute la société qui ne prend pas en compte l'individu, quoi. Mm. C'est vraiment Donc à travers cette histoire personnelle, on parle du désœuvrement Mhm. post-soviétique. le désœuvrement, mais aussi le désœuvrement, le non-soin qui est pris Ouais. de la population et Ouais. Ouais. Très bien. Bah écoute, puisqu'il nous reste encore juste un tout petit peu de temps, est-ce que tu as encore envie de nous parler d'un prochain rendez-vous littéraire à ne pas manquer, que ça soit Alors, avec un les prochain Sirtes. rendez-vous littéraire, alors je vais faire un peu notre promo, c'est qu'on va sortir au mois de mai, tu parlais d'espionnage, un livre justement sur un espion soviétique, un ingénieur qui a pendant des années transmis des documents ultra secrets à la CIA, et c'est un journaliste américain qui a mené cette enquête, Ouais. et, basé sur des archives déclassifiées de la CIA, et c'est Ah ouais. absolument passionnant, quoi. Ça se lit comme un roman d'espionnage. Ah oui, c'est rocambolesque. Et c'est assez rocambolesque justement dans la manière de transmettre les infos. Et comment ça s'appelle? Rappelle-moi le Il titre. s'appelle L'espion qui valait des milliards. L'espion qui valait des milliards. Eh bien, ça promet un très beau livre. Écoute, je te remercie d'avoir partagé ce petit quart d'heure d'émission avec nous. Pour Merci beaucoup, ce Alexandre. troisième épisode de l'année, j'étais accompagné de Gabriel Cotier des éditions des Sirtes, éditions que je vous encourage à découvrir pour mettre un pied dans la littérature slave et comprendre le monde à travers la littérature. Quant aux 2 livres coup de cœur, vous pouvez les retrouver sur Livre-moi. radiovostok.ch